Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'agence Alchimie, transformer les pixels en or. Aujourd'hui, nous accueillons Maxence Lemaire, directeur de la scierie Lemaire, une entreprise vosgienne familiale depuis 3 générations, qui a récemment opéré un important agrandissement et intégré des outils ultra innovants. On va vous raconter. Donc juste pour info, nos podcasts sont découpés en 2 parties principales. La première qui concerne la présentation de l'entreprise et la deuxième qui concerne la collaboration avec Alchimie et la communication de manière générale. Bonjour Maxence et bienvenue chez Alchimie. Comment tu vas déjà ? Salut Janina, merci de me recevoir, ça va très très bien, je suis content d'être avec vous et puis on va discuter un petit peu. Oui, alors moi aujourd'hui on va beaucoup s'intéresser à la scierie Lemaire, à ton activité, donc on va planter un peu le décor. Est-ce que tu peux nous présenter comme ça en quelques mots rapidement ce qu'est la scierie Lemaire et on va rentrer dans les détails après. Alors la scierie Lemaire, c'est une entreprise familiale depuis 1957, c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise. Moi je suis la 3e génération et aujourd'hui on est un des acteurs majeurs sur le bois de construction, le bois de structure. On fait partie des top 5 scieurs français et on alimente tout ce marché-là. On a une équipe de 70 collaborateurs et on valorise le bois vosgien un maximum. Et toi, quel est ton rôle au sein de cette entreprise familiale ? Alors moi, j'ai la direction générale, donc je suis assez transverse dans mes compétences. Ça peut partir de l'approvisionnement jusqu'au commerce, en passant par la partie industrielle. On a un métier qui est très industrialisé, donc avec beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire, et je chapeaute un peu tous les secteurs. Donc tu disais que vous avez environ 70 salariés, mais il me semble aussi que vous êtes encore en phase de recrutement. Est-ce que tu peux nous parler un peu des postes que tu recherches encore ? Alors on a besoin encore de beaucoup de compétences et de beaucoup de talents, notamment des opérateurs en production, des mécaniciens, tout le service maintenance technique, où on a des difficultés un peu plus que dans les autres services à recruter, c'est assez difficile. Et on a besoin de se montrer encore et de montrer qu'on existe et que le métier de la scierie est très passionnant aussi en termes de technique et de maintenance. Et puis, ça peut être encore des cadres. On a encore un petit peu pas mal de postes d'ouverts et ça continuera parce qu'on grossit tous les ans, on est en croissance permanente, donc on recrute en permanence. Donc l'équipe va continuer à s'agrandir. Exactement. J'aimerais qu'on revienne, on a dit que tu es la 3e génération, tu as parlé de ton grand-père tout à l'heure, et j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette partie-là, surtout qu'on a des belles archives à montrer ensuite à l'image. Donc c'est ton grand-père Roland Lemaire qui a lancé la scierie. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts, pourquoi il a créé ça, pourquoi à Moussé ? Alors lui, il était paysan et débardeur, donc il cumulait 2 activités, donc la ferme, comme dans les Vosges, tout le monde avait une ferme et devait s'occuper d'une ferme, et dans la partie, on va dire, la trêve hivernale, c'était l'exploitation du bois, débarder les grumes en forêt, et donc il avait toujours eu un pied dans la forêt vosgienne, et un jour, il a voulu se lancer pour laisser un petit peu de place à ses frères et sœurs dans la ferme, et il a dit, bon, je laisse la ferme à mes frères et sœurs, et moi, je vais me développer dans une autre activité qui était le sciage. Et il a eu l'opportunité d'acheter cette scierie-là qui était déjà existante, qui était très très vieille scierie, datait de la Révolution française. Et il n'y connaissait rien, il a appris le métier sur le tas et il s'est développé comme ça. Et il a démarré tout seul. Exactement, donc c'est une belle success story pour lui plutôt que moi aujourd'hui, parce que moi j'ai été... à l'école, j'ai été formé, j'ai fait tout un parcours. Lui, il a vraiment été autodidacte sur le métier et dans une période en plus où c'était pas si facile de démarrer. Donc non, c'est une chouette histoire avec mon grand-père. Et après, il y a Jean-Louis Lemaire, donc il y a mon père qui a été bercé, lui est né carrément dans la scierie, donc il est né dans le village et il est né dans la scierie. Il a connu les débuts, la vieille scierie comme elle était, les premières industrialisations qu'il y a eu et mon père avait du mal à s'entendre un peu avec mon grand-père parce que c'était une guerre de chefs quand mon père était plus grand, est parti au Canada pour justement apprendre aussi le métier et apporter énormément de nouvelles idées qui nous ont permis d'innover encore et de rapporter des idées qui venaient d'Amérique du Nord. Et, quoi par exemple comme idée ? Alors le rabotage, on rabotait très peu en France à cette époque-là, alors que les Canadiens rabotaient 100% de leur production. Et au retour de mon père, on a monté une raboterie qui était déjà assez grosse pour l'époque. Et ça a changé aussi notre image de marque, la qualité de nos bois. Et c'est encore cette image-là sur laquelle on surfe encore aujourd'hui. Et ça, c'était vers quelle année environ ? 1988, 90, à peine avant que je sois né. Et maintenant, il y a toi, donc tu es la 3e génération.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment c'était, parce qu'il me semble que tu as travaillé avec ton grand-père et ton père en même temps. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période-là, comment c'était de travailler en famille finalement, sur 3 générations? C'était fabuleux parce que moi, j'ai jamais eu le sentiment de devoir faire un métier ou d'apprendre à faire un métier parce que j'étais avec mon grand-père depuis tout petit dans la Syrie, dans la forêt. Je me suis jamais posé de question de qu'est-ce que j'allais faire. C'était naturel pour moi de travailler dans la Syrie. Et les 3 générations ensemble, c'était assez top parce que j'avais une proximité avec mon grand-père qui était forte. Et on aimait bien, alors mon pauvre père était la tranche de jambon au milieu du sandwich entre les 2 générations qui étaient là. Mais non, c'était vraiment bien et je travaille toujours avec mon père aujourd'hui et c'est un plaisir de travailler encore en famille. Et cette période-là, ça m'a marqué et ça m'a construit aussi, je pense, pour tout le reste de ma carrière professionnelle. Je penserai à tout ce que j'ai appris avec mon grand-père et avec mon père, naturellement. Et tu es aussi papa d'une petite fille. Exactement. Est-ce que toi, tu rêverais que ça devienne la 4e génération? Comment tu vois l'avenir? Écoute, c'est assez rigolo parce que elle se passionne très tôt, je trouve. Elle a eu ses 3 ans là seulement au début avril, c'est un petit poisson d'avril. Et elle est sans arrêt, elle réclame pour aller voir la Syrie, elle réclame pour venir avec moi dans la Syrie. Donc, elle a quand même déjà un peu le virus, j'ai l'impression. Et ah oui, ça serait une fierté énorme pour moi, d'autant plus une fille, tu vois. Oui, c'est vrai. Plus qu'un petit gars, parce que... Ça serait la première, du coup. Ça serait la première, et en plus, ça casserait encore plus les codes, ça dépoussiérerait l'image qu'on essaye de dépoussiérer, une femme à la tête d'une entreprise comme ça. Donc, on verra. En tout cas, pas de pression du tout. On laissera faire les choses, elle décidera, et là, elle aura au moins le luxe de voir le métier déjà avec moi, et puis si ça lui plaît, elle fera les écoles, et avec grand plaisir pour qu'elle nous rejoigne. Et on va revenir un peu sur la scierie de la Petite Raon. Donc historiquement, la première scierie, elle est à Moussé. C'est ça. Et en septembre 2023, vous avez fait l'inauguration de la scierie de la Petite Raon. Exactement. Donc nous, pour y être allés, avoir filmé des images là-bas et tout, c'est un peu un truc de fou. Quand tu arrives de l'extérieur, c'est grandiose, c'est grand, il y a beaucoup de machines, d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton projet là-bas, comment c'est venu et pourquoi? Alors, en fait, en 2005, mon père a fait un projet qui était de grande ampleur sur le site de Moussé. On savait à ce moment-là que le site de Moussé était condamné. Parce qu'on avait exploité toute la place qu'il y avait exploitée sur ce site. C'est vraiment fond de vallée et on ne pouvait plus se développer. Donc en 2007, on a acheté le site de la Petite Raon en ayant déjà pour vision de faire de la 2e transformation. Donc augmenter la partie rabotage, la partie séchage et la partie des traitements, que ce soit autoclave ou autres traitements. Et très vite, on s'est dit, bon, il faut coupler une scierie à cette activité de 2e transformation. Donc on a travaillé très tôt, et c'est d'ailleurs été une de mes premières missions quand je suis rentré dans le boulot, c'était de travailler sur ce projet de la Petite Raon. Et donc, si tu veux, ça date de 2008-2010 où on s'y est vraiment mis. Et donc on a accéléré la stratégie suite à notre incendie en 2020. Le projet, il était prévu pour cette année 2024. Initialement. Et donc, on a accéléré la stratégie et c'est pour ça qu'on a mis en route en 2022. Donc, on a eu 2 ans d'avance sur le planning. Alors, cette scierie-là, c'était vraiment pour valoriser un maximum les petits diamètres et les moyens diamètres de la forêt. Les 2 scieries sont vraiment calquées à comment la forêt est produite, comment la forêt est structurée. Elles sont adaptées exactement. Donc à la matière première. On a vraiment dimensionné les outils pour pouvoir recevoir tout ce que la forêt nous offre et comment elle est constituée. Et pas faire de choix, pas faire de tri et pas forcer la nature. Et la scierie de la Petite Raon, comme on a une majorité de moyens et petits bois, elle est vraiment développée pour pouvoir faire de la productivité et du rendement matière un maximum. Donc le rendement matière, c'est l'intelligence artificielle qui nous aide à aller le chercher. On sait scanner à l'intérieur des bois maintenant, donc c'est des rayons X, comme à l'hôpital. Donc on va faire une radiographie de nos bois pour dire tel usage va pouvoir être appliqué dans ce bois-là parce qu'il est telle ou telle qualité, il a des nodosités qui sont plus grosses, des pentes de fil, de la densité dans le bois, toutes les altérations qui caractérisent la qualité du bois. Donc c'est déjà en amont, avant même de le scier, on a
un stock virtuel ou un plan virtuel de ce qu'on va pouvoir faire dans ces bois-là. Donc ça, c'est une grosse innovation. Cocorico, on est les Français 2 à le faire aujourd'hui et on est les 2 seuls au monde. Donc pour une fois, on est en avance sur tout le monde et ça, on est assez fiers là-dessus. Donc même devant les Canadiens. Exactement, devant tout le monde, les Allemands, les Scandinaves, on est les premiers à avoir le scan du bois quand il est rond jusqu'à le rescanner quand il est en sillage et faire des matchings entre les deux et faire communiquer les deux appareils ensemble. Donc là, c'est de la vraie intelligence artificielle, c'est même un peu science-fiction quand on rentre dans les détails parce qu'on a une telle puissance avec ça et c'est vraiment le développement aussi de demain et donc on surfe un petit peu sur cette longueur d'avance qu'on a pour le moment. Le métier de scieur aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Ben, le métier de scieur, écoute, il a énormément évolué, mais ça reste quand même le même. On fait ni plus ni moins que dans des cylindres, c'est ce que je dis à tout le monde. Et on a des cylindres imparfaits que la forêt nous offre, dans lesquels on doit faire des carrés rectangles parfaits. Donc ça, c'est la définition du métier. Donc, si tu veux, depuis mon grand-père et depuis qu'on scie du bois, ça n'a pas changé. Après, c'est plutôt les méthodes que j'expliquais sur la valorisation, ça a énormément évolué. Le confort de travail, aujourd'hui, tous les opérateurs sont dans des ambiances qui sont saines, avec des bruits, même en termes sonores, c'est très calfeutré. Tu vois, quand tu visites la petite Raon, on peut discuter à côté des lignes de sillage. Oui, c'est assez incroyable, il n'y a pas de poussière, on n'a plus de manutention à la main, donc c'est vraiment devenu un métier assez simple en termes physiques. Alors qu'on traîne encore cette image de c'est un métier dur, on est au froid, on est en train de porter des charges toute la journée. C'est pour ça que c'est important de le répéter, je pense, d'un peu déboussiérer cette image-là. C'est plus ça, et c'est comme tu dis, c'est très important parce que beaucoup pensent, et on l'a quand on a des visites, hein, même notamment. Des idées reçues, évidemment. Et ça, c'est important quand même. Et puis, la grosse innovation quand même, ça va être l'intelligence artificielle qu'on est en train de déployer à peu près partout. Donc là, on l'a fait sur la qualité des bois, on le fait maintenant sur la productivité, donc pour analyser les datas et être plus productif et scier toujours mieux. On le fait sur l'énergie, qui est un sujet quand même qui est très important aussi. L'énergie, on a de la captation de data énergétique et ça nous pousse sur certains investissements. Et là, on est typiquement dans ce qui nous intéresse et sur ce qu'on bosse avec Alchimie aussi, sur le bilan carbone et toute la communication qu'on veut faire avec vous sur nos bilans carbone. La consommation énergétique au mètre cube, elle est très très importante pour nous parce que c'est un bilan carbone à terme et c'est ce qui, à mon avis, demain va pousser le consommateur à acheter du bois français encore plus. Et ça, c'est une vision, on va dire, un peu plus long terme, mais je suis persuadé que demain, dans n'importe quelle grande surface ou dans n'importe quel type d'achat, on aura le bilan carbone, le prix à côté qui seront affichés, c'est évident. Donc finalement, tout ce que vous mettez en place à la Petite Raon, c'est quand même guidé par des valeurs profondes, des valeurs écologiques finalement. Ça nous a jamais, et je rebondis sur ce que tu disais avant, ces valeurs profondes, et ça nous a jamais quitté, et ça, mon grand-père me l'a très bien transmis, et l'a même transmis à l'intégralité de nos salariés. C'est vraiment une valeur qui transpire chez nous, c'est le respect de la matière première. Et ça a toujours été une valeur très forte. Parce qu'on ne gaspille pas une matière qui a mis 60-80 ans à pousser, à émerger. Il y a une notion de respect, il y a une notion d'euro aussi là-dedans naturellement. Et ça, on est assez fiers parce que c'est des valeurs qui se transmettent depuis toujours. Après, il y a la valeur famille. On fait attention à ne pas trop grossir non plus, à garder un peu les pieds sur terre et à être encore une entreprise familiale avec tout ce que ça comporte comme bonne valeur. Et on garde encore des moments forts avec les équipes et on aime bien ce côté famille et on veut que ça reste. Justement, je voulais qu'on en parle un peu parce que tu te souviens peut-être pas, mais quand on a fait différents projets ensemble avec Alchimie, j'avais fait une interview une fois de ton papa, donc de Jean-Louis Lemaire. Et je me souviens l'avoir interrogé sur ses valeurs, comment, avec ses salariés, qu'est-ce qu'il met en place, etc. Et il y a une phrase qui m'a marquée, que je redis souvent quand je fais des rendez-vous, etc. Il me dit si quelqu'un ne reste pas chez vous,
c'est que vous n'avez pas su le garder, c'est que vous ne l'avez pas mis à la bonne place. Exactement. Et il m'a beaucoup parlé de notion de famille, mais aussi en termes de collaborateurs, pas forcément en famille que le maire. Et finalement, j'y ai beaucoup réfléchi. Après, je me suis dit, mais c'est hyper visionnaire en termes de management, parce que c'est quand même une autre génération, ton papa. Donc nous, tu vois, moi, par exemple, à l'échelle de ma petite entreprise, ça fait 5 ans, c'est des choses que j'essaye de mettre en place. Et là, justement, ma question, c'est de savoir comment, aujourd'hui, à l'échelle, parce que ça se développe, vous êtes quand même plus nombreux qu'à l'époque où il y avait que ton papa et que tu l'as rejoint après. Comment vous faites pour préserver ces valeurs familiales et pour réussir quand même à garder cette essence-là, quoi. Alors, c'est pas évident. On s'efforce parce que justement, la phrase que tu as, on l'a à peu près tous les managers de la boîte l'ont en tête, la phrase que tu as citée de mon père. Et on a un exemple qui me vient tout de suite parce qu'il y a 2 semaines, on a fêté le départ en retraite de celui qui a le record historique de la boîte, 43 ans chez nous. Ouais, magnifique, bravo. Et donc, ça aussi, tu vois, ça nous permet de faire un vrai truc avec les équipes. On a fait un bel événement. Oui, il était là bien avant toi, quoi. Exactement. Carrément, il était là bien avant moi. Et puis surtout recruté par mon grand-père. Et il a connu toutes les évolutions. Et je lui ai dit, tu sais quoi, la plus grande perte, et j'aimerais que tu reviennes, même pour faire des formations de temps en temps chez nous, pas pour expliquer le métier de cire, parce qu'aujourd'hui, c'est structuré. Alors, c'est clair qu'il y a une fuite de compétences avec son départ. 43 ans, tu t'imagines bien tout ce qu'il a accumulé. Mais la plus grosse fuite, c'est l'histoire familiale racontée par un collaborateur et pas racontée par les patrons. Oui, ça a totalement une autre valeur. Et ça, donc, on va le faire intervenir quand on aura des sessions formation avec des jeunes, des nouveaux. On va le faire intervenir de temps en temps, essayer de ne pas trop l'embêter pendant sa retraite, et justement pour transmettre ce côté familial, qu'on garde bien tous les pieds sur terre et pas perdre ça. Exactement. Mais c'est un défi au quotidien et on essaie de plus en plus, et tous les managers qu'on rentre, on essaie que ça transpire aussi dans leur management, et on se permet assez souvent quand même si ça ne correspond pas, on va dire, à la ligne familiale, de remettre un petit peu les choses en place et que ça recolle. Donc c'est ça la méthode de communiquer même en interne. Exactement. En fait. Je passe à un autre sujet qui est un peu lié. On aime bien quand on fait ces podcasts-là de se plonger aussi un peu dans l'actualité, l'univers de ton domaine d'activité. Donc comment se présente aujourd'hui l'actualité liée au bois en 2024 ? Est-ce qu'il y a des choses à citer particulières, peut-être avec les Jeux Olympiques ou des choses comme ça où le bois serait valorisé ? Alors, on va partir de la base qui est la forêt. Moi, l'intégralité des Vosgiens se plaignent de la pluie et du temps depuis des mois. Je pense que je dois faire partie des rares qui est très très heureux quand il pleut comme ça, parce que là, on a de nouveau une forêt qui se porte bien. C'était nécessaire tout ce qui est tombé là, et on voit que la pluie qui est tombée fait vraiment du bien à la nature et que la forêt se porte bien. Ça, c'était un élément essentiel, et c'était une des menaces quand même assez importante sur notre activité. C'était que la forêt continue à dépérir comme on a pu avoir pendant les périodes de sécheresse. Donc, côté là, on va dire, cette année 2024, c'est la bonne nouvelle. On est bien, la forêt se porte bien, donc on est content. Après, en termes d'activité, on va dire que c'est un peu plus timide. Alors pour toutes les raisons que tout le monde connaît, l'inflation, les taux d'intérêt qui ont augmenté. Donc on a quand même une activité construction qui est quand même en baisse. Donc directement, nous, on empathie de cette construction qui est en baisse. On a des carnets de commandes qui sont plus difficilement remplissables, mais on se structure, on court un peu partout, on arrive quand même à alimenter. Mais c'est un gros défi, un gros challenge cette année de bien alimenter les scieries. Et puis, tu parlais des JO. Alors là, ça va être bien parce que ça va être une belle vitrine pour le bois. Je ne sais pas si tu sais, mais les JO, la volonté était de construire en bois. Tout ce qui sortait de terre, un maximum, devait être fait en bois. J'en avais parlé une fois avec toi, je l'ai appris comme ça. Et ça a consommé ni plus ni moins que 100 000 m3, donc c'est énorme quand même à l'échelle de la France, sur un projet, on va dire, ciblé comme ça. Et surtout, ça va être une vitrine aux yeux du monde. On est capable de faire, et surtout, dans ces 100 000 m3-là, il y a une bonne partie qui a été faite en bois français. Et donc, c'est la démonstration qu'avec le bois français… Une bonne partie, pas la totalité. Mais non, écoute, à mon grand regret, pas la totalité, mais ça sera peut-être pour les JO prochains. On sera 100% bois français, mais là, pour le coup, non, c'était pas qu'en bois français. On avance quand même. On avance très bien, mais là, c'est en train de changer, et on a des réglementations quand même qui se mettent en place. Et
Et là, on voit qu'il y a des vraies demandes de bois français, que le local, ça commence à rentrer dans les modes de consommation. Et surtout, aujourd'hui, il n'y a plus de frein. On sait faire des bilans carbone qui sont plus sexy que les autres. On sait faire des prix qui sont aussi bien, voire mieux, que les autres. Et on a toute une partie RSE quand même, surtout au niveau de la forêt, la replantation, les 10 arbres, ce que vous avez fait avec nous en com, les 10 arbres plantés à chaque camion de sillage vendu. Tout ça fait, mis bout à bout, fait qu'il n'y a quand même pas trop de questions à se poser et qu'il faut bosser avec des scieries comme nous parce qu'on sait faire, quoi. Merci Maxence. On va passer à la deuxième partie du podcast. J'espère qu'on a réussi à faire le tour de la scierie Le Maire et que j'ai rien oublié d'important pour qu'on cerne bien ce beau projet vosgien. Donc tu travailles avec Alchimie depuis 4 ans, donc déjà merci pour ta confiance depuis toutes ces années. Et j'aimerais qu'on revienne sur notre collaboration. Donc est-ce que tu te souviens au début quand on s'est rencontrés, quels étaient un peu tes besoins en communication? Pourquoi tu as fait appel à nous? Pourquoi travailler avec une agence de com? Reposer un peu le contexte. Alors c'est drôle parce que j'ai fait une réunion à Fibre et on a reparlé avec Laura quand on a. Alors on va peut-être expliquer ce que c'est Fibre. Alors Premium. Fibre, c'est un groupement de commercialisation où on est plusieurs scieurs et on va livrer à travers Fibre toutes les grandes enseignes nationales, que ce soit en négoce de matériaux ou que ce soit en grande surface de bricolage. Et donc on a mutualisé les moyens pour avoir une force commerciale plus importante et ça s'appelle Fibre Premium. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, c'était au début à travers Fibre. Et oui, je m'en rappelle parce que c'est votre marque cocotte avec les sapins vosgien. qui nous a déjà interpellés. Et puis, on a dit, tiens, ça a l'air cool ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on est venu à travailler avec Alchimie. Et je me rappelle très bien, ouais. Et aujourd'hui, en tant que scierie, pourquoi tu as besoin de communiquer? Pourquoi tu as besoin de te démarquer dans ce secteur d'activité? Alors je pense que c'est la plus grande des nécessités. On a besoin quand même d'avoir une certaine notoriété, visibilité, que ça touche toutes les strates en fait, pour les fournisseurs, pour le recrutement, pour les clients. Tout le marketing qu'on fait, c'est pas uniquement pour dire on va distribuer des produits, on a besoin de vendre du sillage, on a besoin de faire du business. Ça touche vraiment toutes les strates et j'en veux pour preuve, c'est tout ce qu'on a fait, les teasings sur le recrutement ensemble. Ça, je pense. Alors ça a été fait avec Red Road aussi. Oui, avec Red Road, c'était vraiment bien et on m'en parle encore régulièrement. Et le côté décalé aussi a vraiment bien percuté. Et je pense que ça a eu autant d'impact, voire presque plus que la cible à la base du recrutement, sur nos clients, nos fournisseurs, et ça nous a apporté en notoriété énorme, quoi. Ils se sont dit, ouais, c'est une image jeune, dynamique. Et ça fonctionne bien. Même le petit teaser qu'on a fait dernièrement sur la laterie, qui est plus technique pour le coup. Qui est plus technique, mais pour le coup fonctionne bien parce qu'on est là, on est victime de notre succès sur la partie latte. On a un travail de dingue, on est en permanence sollicité, on a des équipes qui tournent à fond la caisse pour pouvoir alimenter, alors que je rappelle que l'activité est plutôt faible sur les autres gammes. Et là, ouais. Donc ça, pour toi, c'est une conséquence positive de la communication mise en place. Exactement. Et puis, l'autre aspect quand même important d'une bonne communication pour nous, c'est aussi en interne. Hein. À l'heure des réseaux sociaux, tout le monde est fier que sa boîte ait une belle com, pouvoir partager sur sa page perso des choses de sa boîte. Et on le voit, on voit qu'il y a vraiment une adhésion forte de nos gars qui forward les publications et tout. Ils se sentent concernés. Exactement. Et puis il y a un côté fierté, je pense aussi. Et bon, voilà les aspects du pourquoi c'est important la com. Alors on a aussi fait, parce que là on a parlé un peu de vidéo, de digital, mais on a aussi fait un beau support print, qui est un gros projet, qui est votre catalogue que j'ai ici, pour rappel, je te le mets devant les yeux. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez original. Ça ne se fait pas trop pas du tout. Même dans beaucoup de domaines d'activité. Pourquoi avoir voulu jouer vraiment la carte de l'originalité avec un support vraiment très qualitatif, vraiment très haut de gamme? Alors, comme tu le dis, c'est très qualitatif, très haut de gamme. Et puis, il y a un prix de revient quand même qui n'est pas négligeable. Donc, on se pose un peu la question de comment le distribuer. Oui, avant de le donner, on réfléchit bien. Ouais. Comment le diffuser. Mais il a quand même un avantage, c'est que comme c'est déjà un format qui est un peu différent,
il sort du reste des brochures que tout le monde peut avoir sur son bureau. Donc ça percute un peu plus chez les clients quand on veut faire vraiment du business avec ça. Et puis c'est un vrai outil, que ça soit pour commercialiser pour nos clients, parce qu'ils s'aident aussi plutôt que de nous appeler ou de faire un mail en disant tiens, est-ce qu'ils savent faire ça ou pas, eux vont consulter ce catalogue-là, donc vont savoir tout de suite si on est en capacité, ils vont gagner du temps aussi chez eux. Et puis même pour nous en interne, l'intégralité des gammes est dedans, il y a tout qui est bien détaillé, il y a même des argumentaires qui sont dedans pour les commerciaux. C'est un support multitâche pour tout le monde. C'est un super support et qui est qualitatif. Et pareil, on a des super bons retours de nos clients et qui sont contents de l'avoir. Et on a aussi récemment, il y a à peu près 1 an, mis en ligne ton nouveau site internet. Alors pourquoi tu as souhaité aussi avoir quelque chose à ton image? Tu sais quoi, là pour le coup, c'est plutôt vous qui nous avez dit au moment de la grande campagne de recrutement, ça serait bien quand même de faire tout en même temps et de refaire une belle image comme ça. Je vous ai fait confiance, j'ai bien fait. Mais tu vois, je n'étais pas convaincu. Au final, pour moi, un site internet, bon... Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est une petite porte d'entrée. Les retours qu'on a, pareil. On a, en fait, je me rends compte une fois de plus que n'importe qui, quelqu'un qui va venir à un entretien d'embauche, un fournisseur, tout le monde va taper client, ton nom dans Google. Tout le monde va quand même regarder, va jeter un œil sur le site internet, va un peu consulter ce qui s'y raconte. Et il est rassuré ou pas? Exactement. En fonction de ce qu'il a vu. Et tu vois, moi, je le fais pas trop, par exemple. Ça, je vais pas trop benchmarker sur les sites des autres, assez rarement. Et je suis plus réseau pour le coup. Aller voir la com sur les réseaux parce que je sais que tu vas à l'essentiel tout de suite. Et tu as l'actu de la boîte, tu vois un peu plus en live ce qui se passe. Mais là, on a des super retours sur le site que vous nous avez fait. Et on n'a que des compliments naturellement. Et sur ce site-là, on a bossé un projet très récemment qui est le simulateur d'empreinte carbone. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi tu as souhaité mettre ça en place? Alors, ce simulateur-là, pour le moment, on est encore un peu timide parce qu'on le teste justement à travers nos clients ou même, ça fait partie de notre présentation maintenant. À chaque fois dans les présentations, on parle de simulateur. Donc le simulateur, pour rappel, il sert à comparer les bois d'importation, donc des bois qui viennent des pays scandinaves ou autrichiens ou allemands, versus un bois de la Syrie Lemaire, et quel est le plus carbone d'un bois qui a été importé en France. Donc là, on prend dans l'exemple-là des livraisons qui sont sur Paris. Et tout de suite, ça interpelle donc, sur les CO2. Le simulateur va mettre en live je consomme 20 000 m3 par an, je vais faire plus X de carbone par rapport à une consommation à la Syrie Lemaire. Je vais passer à côté d'une replantation d'arbres que la Syrie Lemaire fait, donc la conséquence sera de dizaines de milliers d'arbres. Et puis le côté quand même sociétal et emploi, avec des emplois qui ne sont pas pérennisés ou qui ne seront pas créés parce que ces parts de marché sont prises par des scieries étrangères. Ça ouvre les yeux finalement. Ça ouvre les yeux et on le fait maintenant à chaque présentation aux clients et forcément l'impact il est là et puis surtout qu'on a fait le comparatif pour que ça parle, le CO2 c'est une data qui ne parle pas à grand monde donc on l'a fait vol Paris-New York qui parle un peu plus et puis c'est un peu à la mode de culpabiliser sur les vols d'avion. Donc, ça a été utilisé dans donc dans non, d'autres ce simulateur-là, il est bien pour le moment en interne, mais j'ai hâte qu'on fasse la grande campagne de com ensemble pour déployer et que ça aille un peu plus loin. Là, on attend de faire bien certifier les chiffres. Donc c'est Laura qui s'occupe de ça chez nous pour le moment. Et dès qu'on a validé ta directrice adjointe, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui avait consulté le site internet avant de venir à son entretien d'embauche, tu vois. Et qui avait dit qu'il était super. Et donc, du coup, on attend vraiment de déployer la grosse stratégie de com et ça va être top. Et travailler en local, est-ce que c'est une valeur importante pour toi? Et si oui, pourquoi? Parce que là, du coup, on n'est pas très loin, géographiquement parlant. Est-ce que tu devrais travailler avec Tu sais une quoi, agence c'est tout d'abord, quand je parle de vous, c'est tout d'abord une fierté d'avoir une boîte qui sait sortir de la qualité comme vous faites et des supports parce que nous, on nous complimente, mais c'est aussi grâce à vous et le partenariat qu'on a ensemble que c'est une collab. Que c'est chouette et comme ça. Et
Et donc, ce que je dis à chaque fois, tout le monde me dit « Ah, tu dois avoir une boîte de com qui est top, c'est vachement bien ce que vous faites. » C'est des Parisiens? Mais un peu, ouais, c'est un peu ça. Et je leur dis « Non, mais moi, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'en plus, ils travaillent ici, ils sont à Saint-Dié, c'est une boîte qui est implantée en local, avec des valeurs vosgiennes. Donc oui, forcément, on a trop de chance de vous avoir ici, c'est trop cool. » Et si tu étais face à un chef d'entreprise qui hésitait encore à travailler avec une agence en local et tout, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel est le message que tu lui ferais passer? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, ce côté fierté, et ça donne du sens quand même de travailler avec du local. Nous, on essaye de le faire un maximum au quotidien, ça fait partie de nos arguments. Donc, tu essayes de travailler avec ce bassin. En secondo, vous êtes quand même une équipe ultra jeune, dynamique, très innovant dans les axes de communication. Je reviens sur les teasings des recrutements, même le site internet, même le graphisme que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'équivalent en réalité quand même. Et aujourd'hui, vous avez quand même ce côté-là assez moderne que d'autres n'ont pas. Et vous captez vite. Et ça aussi, c'est top. Et ça fait partie des choses qui sont quand même bien parce que quand tu as des allers-retours qui sont incessants et que ça ne matche pas et que ça ne capte pas ce que tu veux faire et comment tu veux y arriver, c'est quand même compliqué. Donc, en tout cas, nous, on a vraiment la volonté de se développer en local et de travailler avec des entreprises comme toi qui sont à côté parce qu'en fait, ce qui nous anime aussi, c'est de pouvoir venir dans les boîtes, de voir comment ça se passe, d'être en contact direct avec les salariés, les dirigeants. En fait, ton métier, il n'a pas du tout le même sens que quand tu gères des trucs en visio. Donc, en tout cas, voilà, notre volonté, elle est là aussi. C'est un rapport d'humain à humain quand tu travailles avec une agence. Et puis surtout, vous avez, une forte emprise et un vrai ancrage local et ça se sent dans votre manière de faire. On voit que vous êtes aussi fiers d'accompagner des boîtes comme nous. On adore être là, donc finalement. C'est top. Non, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Maxence, d'être venu, d'avoir participé à ce podcast et j'espère à très bientôt pour la suite de l'aventure avec la Scierie Lemaire. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis sur ce podcast, d'avoir découvert la Scierie Lemaire. Je vous invite à aller plus loin en allant consulter leur site internet, mais aussi leurs réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'agence, la même chose, il y a notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran, ainsi que nos 3 réseaux sociaux. Merci, à bientôt.